Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le président béninois est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Le président Patrice Talon est arrivé en début d'après-midi à Abidjan. Il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Sa visite s'achève demain, mercredi. Des opérateurs économiques indiens s'intéressent à la Côte d'Ivoire. En mission de prospection à Abidjan, ils ont été reçus ce lundi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La délégation est intéressée par les opportunités d'investissement dans le pays. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain qui exporte le nickel. La production est estimée à 70 000 tonnes. Le port autonome d'Abidjan vient justement d'accueillir des camions transportant le minerai pour l'exportation, une activité qui relance la compétitivité du port d'Abidjan. Au Libéria, plus de 2 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce mardi pour les législatives et la présidentielle. 20 candidats sont en lice pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président béninois Patrice Talon est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Arrivé en début d'après-midi à Abidjan, il a été accueilli, comme vous le voyez dans les images, par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. C'est la troisième fois depuis son investiture en avril 2016 que le chef de l'État béninois foule le sol ivoirien. Mais cette visite de travail et d'amitié est la première qu'il effectue en Côte d'Ivoire. La visite s'achève demain mercredi. Nous partons maintenant pour la primature où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec le président du groupe français Bouygues pour parler de projets d'investissement et avec une délégation de la Chambre de commerce Afrique-Asie, un autre partenaire de la Côte d'Ivoire. Explication détaillée avec Jean-Luc Bangou. C'est l'un des acteurs majeurs de l'investissement privé étranger en Côte d'Ivoire. Le groupe Bouygues est présent dans les activités de gestion portuaire et ferroviaire du pays. Selon son président, qui était l'hôte du chef du gouvernement ivoirien, les échanges ont permis de passer en revue tous ces investissements, mais également d'évoquer les projets de son groupe en cours en Côte d'Ivoire. On a refait un peu le tour de tous les sujets de l'énergie pour voir un petit peu comment tout ça, va s'insérer dans les plans futurs pour la Côte d'Ivoire. On a un petit peu parlé du métro. Bon, vous savez que c'est en train de bouger. Je pense qu'on arrive quand même en finale sur le métro. Quelque part, on va arriver à j'espère, à des conclusions rapides maintenant sur le métro, qu'on pourra aller bénir cette nouvelle installation. Je pense que ce ne sera pas inutile à Abidjan, compte tenu de ce qu'on voit de la circulation. Il y a vraiment besoin d'un transport moderne pour la ville d'Abidjan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également reçu le président du comité exécutif de la Chambre de commerce Afrique-Asie du Sud-Est, Jean Kakou Diagou. Avec ses collaborateurs, il est venu présenter cette chambre dont le siège du bureau Afrique a été installé à Abidjan. Il s'agit d'une plateforme que les hommes d'affaires purement privés, africains et asiatiques, ont créée d'abord pour se connaître, pour se fréquenter et investir ensemble en Afrique, puisque vous savez que l'Afrique a besoin d'investissement pour son développement. Donc ça a été presque une réunion de travail où nous avons aperçu ce que la Côte d'Ivoire offre aujourd'hui comme opportunité aux investisseurs étrangers et donc asiatiques. Jean Kakou Diagou a salué les efforts du gouvernement, notamment la réforme dans l'environnement des affaires qui permettent de capter plus d'investissements. Et justement, la destination Côte d'Ivoire intéresse des opérateurs économiques indiens. Ils sont en mission de prospection à Abidjan. Ces Indiens qui veulent investir donc dans notre pays ont été reçus hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plus de 13 grands groupes des secteurs du transport, de la santé, de l'industrie et des technologies composent cette délégation indienne. Alexis Ouedraogo. L'Inde, c'est le plus gros client pour l'Anacard, dont la Côte d'Ivoire reste le producteur numéro 1. Sur différents autres secteurs, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont accrus d'environ 300% de 2015 à 2016. Pour renforcer cette coopération, une mission économique indienne séjourne à Abidjan. Lundi, elle a été reçue par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. La délégation indienne a pu être informée des potentialités et disons, toutes les modalités d'investissement en Côte d'Ivoire. Je suis persuadé qu'après cette visite, notre coopération avec la Côte d'Ivoire
va être véritablement renforcée. C'est au mois de mai, en marge des assemblées annuelles de la BAD, que le vice-président Daniel Kablan-Duncan avait invité l'Inde à regarder vers la Côte d'Ivoire. La délégation, constituée d'une dizaine d'hommes d'affaires, intervient dans les secteurs de l'énergie, de la métallurgie, du transport et des infrastructures. Voilà, vous venez de l'entendre, donc les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Inde sont passés de 285 milliards de francs CFA en 2013 à 513 milliards de francs CFA en 2015. L'Inde et la Côte d'Ivoire vont donc renforcer leur coopération avec cette visite des opérateurs économiques indiens à Abidjan. Ces derniers s'intéressent justement au marché ivoirien et ce lundi à la Chambre de commerce, des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire leur ont été présentées. Sidonie Davila. Échange d'opportunités et d'affaires entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ont convenu les deux États pour la densification de leur partenariat déjà au beau fixe. C'est le sens de cette mission économique d'hommes d'affaires indiens en Côte d'Ivoire. Pour consolider ces échanges fructueux, l'Inde engagée à soutenir les actions de développement du pays a exprimé son désir d'explorer de nouveaux domaines de coopération gagnant-gagnant. Le secteur principal serait celui de la transformation des produits agricoles. Et cela va dans le même ordre que le plan du gouvernement de la Côte d'Ivoire de transformer les produits agricoles de la Côte d'Ivoire. La main tendue des opérateurs économiques et des investisseurs indiens est saisie par le gouvernement. À travers les différents secteurs, les ministères ont à cet effet exposé sur différents projets. Surtout au niveau des logiciels, au niveau des applications, au niveau du contenu audiovisuel ou numérique, nous pensons qu'il y a des possibilités. Vous avez indiqué que grâce au programme national d'investissement agricole, nous avons accru la production nationale, sauf que pour le moment, nous attendons qu'il y ait une transformation sur place. Il y a beaucoup d'autres sous-secteurs de l'agro-industrie, le palmier à huile, l'EVA, le cacao en particulier. Bon, le cacao également, nous avons longuement parlé de ce secteur puisque nous avons aujourd'hui près de 35% de capacité de transformation. Nous voulons atteindre 50%. Le gouvernement ivoirien, satisfait des engagements pris par les Indiens, veut tirer profit de cette mission économique de 3 jours. Un séjour qui fait suite à l'invitation adressée aux investisseurs indiens par le vice-président Daniel Kablan-Duncan au cours de sa visite en Inde. C'était en marge des 52e assemblées annuelles de la BAD, tenue en mai 2017. Et notez qu'ils sont environ 45 hommes d'affaires indiens en mission de prospection économique à Abidjan. Un forum économique ivoiro-indien a donc été organisé pour présenter les opportunités d'investissement en vue de les inciter à créer des entreprises en Côte d'Ivoire. L'Inde est le 5e plus grand partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Ce forum est donc organisé par la Chambre de commerce et d'industrie, le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, et par l'ambassade de l'Inde. Et la Côte d'Ivoire, destination privilégiée donc des investisseurs étrangers, est le premier pays africain à exporter le nickel. L'exploitation se fait à Fongbesso, dans le département de Touba, depuis juin dernier. La production est estimée à 70 000 tonnes. Et ce matin, le port autonome d'Abidjan a accueilli des camions transportant le minerai pour l'exportation. Une nouvelle activité qui relance ainsi la compétitivité du port, comme nous l'explique Mamadou Kwasi. Ces camions stationnés au quai 15 du terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan sont chargés de nickel. Minerai produit pour la première fois en Afrique dans la sous-préfecture de Fongbesso, dans le département de Touba. Le contenu de ces camions estimé à 110 000 tonnes, dont 45 000 vont constituer le premier chargement de ce minerai vers des ports étrangers. Le nickel qui est extrait ici est un nickel brut. L'opérateur du terminal minéralier a mis en place une plateforme de stockage bord à quai d'une surface d'1 hectare, en collaboration avec le directeur général du port et l'autorité portuaire, afin de permettre de créer les conditions logistiques de sortie du produit par le port d'Abidjan. Les autorités portuaires et les responsables des entreprises d'extraction et de transport se sont rendus sur les lieux pour s'assurer des meilleures conditions de stockage et de transport. Nous sommes forts de créer les conditions d'accueillir ce chargement-là, ce nickel-là au port d'Abidjan. C'est un trafic nouveau qui n'existait pas. C'est 2 millions de tonnes qui sont, semble-t-il, attendus pour une durée de près de 20-25 ans. Ça met la pression davantage sur le port d'Abidjan, dans un contexte déjà de congestion liée déjà aux spéculations.
mais c'est notre devoir de faire en sorte que ça puisse passer ici avec le moins de désagréments possible. L'exportation du nickel au port autonome d'Abidjan est le fruit des travaux d'extension entrepris dans le domaine portuaire. Et le nickel est utilisé dans la fabrication du train, des voitures, des ascenseurs, des fours à micro-ondes ainsi que les congélateurs. Je vous conduis maintenant dans les locaux de l'Assemblée nationale où ce mardi matin, les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont adopté 4 projets de loi. Ces projets sont relatifs notamment à l'amélioration du droit des affaires en Afrique et aux procédures spéciales pour la réglementation de petits litiges. Ces projets ont été présentés par le ministre de la Justice, Sidonie Davila. Le projet de loi relatif au code de procédure civile, commerciale et administrative, le projet de loi relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, le projet de loi relatif aux procédures spéciales pour le règlement de petits litiges. 4 dispositifs législatifs censés améliorer le climat des affaires ont été votés à l'unanimité par les membres présents de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Ces projets de loi constituent une avancée notable. Avant, en dehors du tribunal de commerce, les juges n'étaient pas inscrits, n'étaient pas confinés dans un délai pour rendre leurs décisions. Aujourd'hui, on leur demande de s'inscrire dans un délai impératif de 6 mois. Lorsqu'un justiciable saisit un juge, il s'attend à une décision de justice tout au plus dans un délai de 6 mois, qui peut être du moins augmenté d'un délai d'1 mois par ordonnance motivée du président. Je pense que cela mettra les justiciables à l'abri, n'est-ce pas, des vicissitudes, n'est-ce pas, du monde judiciaire. Et aussi, nous avions adopté le projet de loi relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Et ce projet de loi nous permet dorénavant à chaque pays de réprimer les infractions de ces différents actes uniformes. Dans le cadre de l'OADA, améliorer vraiment cet environnement de justice là. C'est le ministre de la Justice, Sansan Kambile, qui est venu défendre ces différents projets de loi. Selon lui, ils traduisent la volonté du gouvernement d'apporter une réponse aux problèmes récurrents que rencontrent les usagers dans la résolution de leurs litiges. Les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles, quant à eux, ont apporté tout leur encouragement à ces innovations dans les procédures judiciaires. Ils espèrent par ailleurs que ces modifications pourront soulager les usagers des tribunaux. L'Afrique veut relever des défis dans le domaine des TIC. Le continent veut renforcer donc son dispositif de cybersécurité. Des experts africains, européens et américains sont donc en conclave à Abidjan pour trouver des solutions. Ils sont déterminés à trouver rapidement des réponses aux attaques informatiques dont sont victimes des entreprises et institutions gouvernementales. Lansina Ouattara, Herman Guivé pour le reportage. Consulter son mail, à retirer ou envoyer de l'argent à un guichet automatique, réserver un billet ou tout simplement téléphoner à partir de son mobile. Des actes courants, mais pas sans danger, dans un monde de plus en plus connecté. On a eu un pays comme le Libéria qui a été coupé pendant quasiment toute une journée d'Internet. Comme le reste du monde, l'Afrique est vulnérable et donc on essaie de proposer des outils et de sensibiliser. La deuxième édition d'Africa Cyber Security Conference ne veut pas seulement faire l'état des lieux de cette menace. Saisir l'opportunité de la transformation digitale pour un meilleur développement de l'Afrique, surtout se rattraper dans les différents secteurs tels que l'éducation, la santé. Si les progrès sont perceptibles dans plusieurs pays africains, comme le Rwanda, les îles Maurice ou encore le Kenya, la Côte d'Ivoire, elle, affiche ses intentions. L'archivage numérique, la dématérialisation des procédures de l'administration, le développement d'applications métiers pour pouvoir numériser la conduite des activités de l'administration. C'est autant de projets que nous conduisons actuellement aux côtés du gouvernement. Africa Cyber Security Conference, qui se tient jusqu'au 12 octobre 2017, se donne pour objectif d'inciter les jeunes à s'approprier l'outil numérique, nouveau pôle de croissance dans les économies africaines. Je vous donne maintenant une idée de l'indice global de cybersécurité. Notez que la Côte d'Ivoire, notre pays, occupe le 74e rang dans le monde en cybersécurité.
Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a procédé hier lundi à la fermeture du boulevard Nangui à Brogois, dans la commune d'Adjamé. Vous allez le voir, le boulevard a maintenant un nouveau visage, un visage reluisant puisqu'il n'y a plus d'ordures et d'occupation anarchique. Le reportage de Grace Kando. Décor inhabituel au boulevard Nangui à Brogois ce lundi. Fluidité de la voie principale, terre-plein et trottoirs débarrassés de toutes sortes d'occupations anarchiques, nouveau visage également des établissements scolaires et hôpitaux, tous les commerces obstruant les voies d'accès ont été déguerpis. L'action vise à donner fière allure à cette voie marchande. Nous avons pris acte de la nécessité de continuer d'agir en faveur de la propreté de ce boulevard. C'est la raison pour laquelle, avec la mairie et avec les ministères concernés, nous allons continuer nos échanges et nos travaux afin de mettre en œuvre les différentes actions nécessaires à la fluidité sur ce boulevard, mais ensuite à une approche pour enlever de façon régulière les déchets. Sans l'implication de la population, sans le changement de mentalité, nous n'allons pas garder cette rue-là pendant des années. Il faut que les gens comprennent que ce qui est en train d'être fait, c'est à nous de l'approprier. Et le maire de la commune d'Adjamé, en tant que premier responsable, ne peut que pousser l'action vers une certaine forme de concept de changement de mentalité. L'initiative est saluée par les commerçants qui comptent pérenniser l'œuvre. Le point est bien propre, c'est bien joli. On est tous contents. On va laisser le point, que ça soit toujours propre. Si nous, après avoir fini de vendre, on prend la peine de ramasser, Adjamé va toujours rester propre. Personne ne viendra balayer notre maison à notre place, c'est nous qui devons balayer. 400 éléments des forces de l'ordre ont été déployés pour la réussite de l'opération de nettoyage du boulevard Nangui à Brogois. Nous avons, dans le cadre de EPB 3, cette lutte-là aussi contre les marchés anarchiques sur les trottoirs. C'est l'occasion de demander aux responsables de boutiques de ne pas exposer leurs marchandises sur le trottoir. Alors, nous allons dans ce cas-là les traiter comme les commerçants ambulants, en ramassant donc leurs marchandises, de sorte à ce que l'ordre public soit respecté. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement. Pour maintenir le cap de la propreté du boulevard Nangui à Brogois, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable prévoit d'autres actions. Les étudiants s'impliquent aussi dans l'opération de salubrité. Le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership en Afrique a organisé une opération Grand Ménage samedi dans la commune de Yopougon-Siporex. L'activité vise à sensibiliser les résidents, les chefs de gare, les transporteurs, les passagers et les commerçants. Le reportage de David Soyo et Franck Quadio. Ils sont étudiants, issus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le devoir du jour est particulier. Munis de pelles, de râteaux et de balais, ces étudiants prennent d'assaut le grand carrefour de Yopougon-Siporex. La cible, ces ordures plastiques, aidées dans leurs tâches par les hommes en tenue, postés à ce carrefour du centre commercial à la cité Siporex, une activité qui rencontre l'adhésion des commerçants et des résidents. Ce matin, je suis descendu de l'immeuble, j'ai vu les jeunes à un de rendre le coin propre. Vraiment, je suis très content des jeunes. Rendre un coin propre, c'est aussi la santé. On a toujours été accompagnés par les étudiants. Ils viennent nous aider. Après le centre commercial, cap sur les gares routières, les passagers sont sensibilisés. Plus question de jeter les ordures sur la voie publique. Lorsque nous voyageons comme ça, j'achète mon pain, j'achète mon sachet d'eau, j'ai fini de boire, j'ai fini de manger, je jette le papier par la fenêtre. Je laisse le sachet d'eau là par la fenêtre. Comme si la route là, c'est une poubelle. La route n'est pas une poubelle. Faites tout pour ne plus que ça se passe comme ça. Les gares aussi doivent être nettoyées et des grosses poubelles mises à la disposition des passagers pour que quand on a fini de manger quelque chose, on le mette dedans. Avant, il y avait des poubelles. Mais eux-mêmes, à leur destination, ils descendent avec les seaux. On va leur remettre les poubelles. Cette opération Grand Ménage à Yopougon-Siporex est initiée par le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect en Afrique, Revilla. La prochaine étape, nous allons nous rendre à Bobo derrière Rail. Nous irons en tant qu'étudiants pour porter le message à la salubrité de l'environnement aux populations qui se trouvent dans cette commune.
L'opération Grand Ménage, lancée le 4 mars 2017 par le gouvernement, vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Et Abidjan, débarrassé donc des ordures ménagères, accueille en ce moment une conférence régionale sur l'entrepreneuriat agricole. 150 experts venus d'Afrique et d'Europe sont donc réunis dans la capitale économique ivoirienne. C'est la première conférence régionale au profit des petits exploitants de cacao. L'objectif est clairement affiché, développer des modèles inclusifs en agro-industrie. On en sait plus avec l'enseignant Bakayoko. L'école d'entrepreneuriat agricole ou Farmer Business School est une approche développée par la coopération allemande GIZ en Afrique. Elle vise à induire un changement chez les petits exploitants agricoles en les sensibilisant aux opportunités de marché et aux moyens d'améliorer la productivité, les revenus et la nutrition. Après cette année d'exercice consacrée essentiellement au cacao, les résultats sont encourageants. Ils produisent le cacao, mais ils produisent aussi le riz, le manioc, le maïs, le lait, les poulets, les pommes de terre. Donc, selon le pays, selon les chaînes de valeur. Cette première conférence régionale en terre ivoirienne vient donc réaffirmer la nécessité pour les agriculteurs africains d'améliorer et de diversifier leurs activités. Sur la base de l'analyse économique élaborée par la GIZ, les acteurs agricoles ivoiriens sont aujourd'hui mieux orientés. Pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui effectivement appliquent, leurs conditions de vie soient améliorées. Qui de pouvoir scolariser aisément ses enfants, qui de pouvoir construire une maison en dur, qui de pouvoir acheter sa moto. Depuis 2012, 14 programmes de développement ont adopté l'approche Farmer Business School pour 13 systèmes de production agricole autres que le cacao. Aujourd'hui, plus de 800 000 petits exploitants dans 15 pays africains ont déjà été formés. Dans le domaine de la communication, le quotidien L'Expression veut redynamiser sa ligne éditoriale et jouer davantage son rôle de moteur social dans le domaine de l'information. La rédaction s'est donc réunie à Grand Bassam pour réfléchir sur la fonction de cette perspective. Notez que notre reporter Franck Quadio était à l'ouverture des travaux. 21 quotidiens encore actifs dans le monde de la presse. Il y en avait plus du double au printemps de la presse dans les années 90. Et après cela, il y a eu un deuxième temps marqué par l'arrivée d'un deuxième lot. Parmi ce deuxième lot, on peut citer ce quotidien L'Expression, qui ont apporté leur touche à la pluralité de l'information et des offres éditoriales aux Ivoiriens, à la population. Constat de Fosséni Dembélé, aujourd'hui directeur du cabinet du ministre de la Culture et un des membres fondateurs du quotidien L'Expression paru pour la première fois en 2009. Mais 8 ans après, la rédaction du quotidien veut redynamiser son contenu éditorial, d'où ces 2 jours de réflexion à Grand Bassam. Une halte pour retravailler le contenu du journal, une halte pour renforcer les capacités des journalistes, une halte pour permettre aux journalistes de signer un nouveau contrat avec la direction, mais aussi de signer un contrat avec le lecteur. Au nom du ministre de la Communication, Jean-Claude Bayala, conseiller technique, a salué l'initiative. Dans un contexte de crise, la presse dans son ensemble a perdu plus de 248 millions de son chiffre de vente. Formation et diversification des modes de traitement de l'information sont désormais exigées. Rigueur éditoriale recommandée aussi par Moussa Traoré, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, et Raphaël Lakwe, au nom du régulateur des organes de presse, le CNP. Pour Sangaré Seydou, le gérant du groupe, une telle rencontre permettra d'élargir le champ d'intervention. Adaptation éthique et déontologie étaient au menu des réflexions qui ont pris fin le dimanche 24 septembre. Après plusieurs rencontres avec les autorités des pays membres de la CEDEAO, les structures en charge du transport terrestre, le Bureau d'expertise des transports terrestres de la CEDEAO, a lancé aujourd'hui même ses activités pour l'exercice 2017. La structure qui œuvre pour la fluidité routière entend s'appuyer sur l'outil informatique dans son fonctionnement. Le reportage de Francis Boifou. Le Bureau d'expertise des transports terrestres de la CEDEAO, BET-CEDEAO, a été créé il y a plus de 2 ans pour assurer la fluidité routière,
la libre circulation des biens et des personnes, la sécurisation des frontières et le contrôle des flux migratoires. Le BET-CEDEAO se veut une structure technique en charge de la mise en œuvre des politiques et des syndicats à travers des outils informatiques. Chaque individu qui empruntera un car qui doit aller d'un pays à l'autre va être répertorié sur cette liste que nous appelons le manifeste. Et cette liste-là va être remise à la police frontière qui donc va essayer de traiter pour voir est-ce que dans le cas il n'y a pas de personnes indésirables. On attend apporter un soutien de sécurité à tous nos pays membres. Des centaines de jeunes seront recrutés à travers les pays membres de la CEDEAO pour la mise en œuvre du projet. Ce qu'on attend les transporteurs, c'est leur collaboration France. C'est tout. Il faut que tout le monde ait adhéré à ce projet. Kwasi Kofi Félix est le nouveau président du conseil d'administration du BET-CEDEAO. Et Isiaka Sawadogo en est le président d'honneur. Le mandat du conseil d'administration dure 3 ans renouvelable. Et plus loin dans l'ouest ivoirien, conflit foncier oppose des allochtones baoulés installés dans la forêt classée du Gouindébé dans le département de Guiglo et des autochtones oué. Ce conflit foncier aux multiples rebondissements avec des affrontements intercommunautaires s'est déporté dans les sous-préfectures environnantes. À ce jour, on déplore 2 morts, de nombreux blessés et des déplacés estimés à près de 5500 personnes. Le témoignage d'Ève Bouy. Depuis l'éclatement du conflit communautaire de la forêt classée du Gouindébé en mi-septembre, le bilan à ces jours, selon les autorités, fait état de 2 morts, plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels et des déplacés estimés à près de 5500 personnes. Une chaîne de solidarité s'est tissée autour des déplacés, des blessés et des familles des défunts. Des cadres, des élus et le gouvernement leur portent assistance. Des médicaments, des vivres, des non-vivres et des numéraires sont offerts. Comme tous les Ivoiriens, nous avons constaté qu'il y a une situation de conflit. Et nous, membres du groupe parlementaire Nouvelle Vision, mais en plus, en tant qu'élus de la nation, donc députés de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes sentis concernés parce que tout ce qui concerne les populations en Côte d'Ivoire nous concerne. Il était pour nous un devoir de faire face à cette urgence-là pour venir un tant soit peu aider et soulager. Le gouvernement, dans sa mission d'assistance aux populations, a apporté ses appuis en vivre et en non-vivre aux populations déplacées. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans la région, donc le gouvernement ne fait qu'appuyer ces initiatives. Pour une résolution pacifique du conflit, beaucoup d'initiatives sont menées. Le corps préfectoral est au fou et au moulin depuis le déclenchement de cette crise. Des émissaires du gouvernement multiplient les rencontres avec les communautés protagonistes. La chefferie traditionnelle aussi mène des médiations. Des élus et des cadres de toute obédience politique ont sillonné les 4 départements de la région du Cavali à travers des missions éclatées. Tous lancent un appel à l'apaisement. Nous avons parcouru effectivement tout le département de Taï, de Zagné jusqu'au dernier village. Et la population aujourd'hui a compris le message. Mais surtout, nous avons écouté la population. Nous sommes des frères, que tu sois à Caen, que tu sois ouais, que tu sois ceci ou cela, nous sommes des frères. Ce qui c'est faut pouvoir trouver une conclusion de paix durable à ce conflit-là. On est ici depuis longtemps. Il n'y a pas parlé entre nous. Ce qui s'est venu là, c'est un mauvais vent qui est arrivé. Mais le moment, ça a passé. Donc moi, j'aimerais qu'ensemble, nos tuteurs, ouais, c'est nos pères. En tout cas, on vous demande tous pardon. Les Baoulés aussi, il n'a qu'à se pardonner. Ce qui est arrivé, il n'a qu'à oublier tout. Pour qu'on doit avancer. On demande à tout le monde de revenir à la paix. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour eux-mêmes et pour toute la région, soit au plan économique et même au plan social. Ils vivaient depuis longtemps la cohésion. Il n'y a pas de raison qu'ils se séparent. Il n'y a pas de raison qu'on connaisse encore de morts dans la région.
Ailleurs au Libéria, c'est jour de vote aujourd'hui. Plus de 2 millions de Libériens étaient aux urnes ce matin pour la présidentielle et les législatives. Sachez que pour la présidentielle, 20 candidats sont en lice pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Parmi les favoris figure le sénateur George Weah, légende du football africain, battu au second tour par Mme Sirleaf en 2005. Et notez donc, comme vous le voyez, la présidence sortante a voté ce mardi, mais hier, elle s'est adressée à tous les Libériens et je cite, « Le monde va nous regarder, rendons-les et rendons-nous fiers. » Fin de citation. Au Kenya, la présidentielle du 26 octobre prochain est dans l'impasse. Il y a un nouveau rebondissement. L'opposant Raila Odinga se retire de la course. Il estime que la commission électorale ne peut garantir la bonne organisation du scrutin du 26 octobre prochain. Par conséquent, un nouveau processus électoral doit être organisé à une date ultérieure. Impossible, selon le président sortant Uhuru Kenyatta. Le récit d'Herman Djivi. Raila Odinga, l'opposant kenyan, ne participera pas à l'élection du 26 octobre, annonce faite par l'opposant kenyan au cours d'une conférence de presse entouré des fidèles de son parti. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'UEBC n'a pas l'intention d'entreprendre des changements au niveau de ses opérations et de son personnel pour garantir que les illégalités et irrégularités qui ont conduit à l'invalidation du scrutin du 8 août 2017 ne se reproduisent pas. Tout indique que l'élection prévue le 26 octobre sera pire que la précédente. Raila Odinga avait conditionné sa participation à ce nouveau scrutin à une réforme en profondeur de la commission électorale. L'opposition réclamait également l'éviction de plusieurs responsables de cette commission électorale qu'elle accusait d'avoir couvert les irrégularités qui ont conduit à l'invalidation du scrutin du 8 août dernier. L'opposition exigeait également que tous les candidats au premier tour soient autorisés à participer au nouveau scrutin, une exigence non satisfaite, un rebondissement qui pourrait agacer le camp présidentiel. Cette annonce de retrait ouvre le champ à l'interprétation des textes de loi qui décideront ou non du maintien du scrutin du 26 octobre. La Catalogne a gagné le droit à un État indépendant. Déclaration du président catalan devant le Parlement de Barcelone ce mardi. Il propose donc la suspension des déclarations d'indépendance pour donner une chance au dialogue avec Madrid. Mais le gouvernement espagnol dénonce une déclaration implicite d'indépendance et la juge inadmissible. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.